Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Mélanie Fournier du Bureau de soutien pédagogique et technopédagogique. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce midi avec Marouf Saad. C'est notre professeur en génie du département de génie électrique qui va nous présenter laboratoire à distance pour l'enseignement en génie. Alors, merci beaucoup, Marouf, d'avoir accepté notre invitation pour nous faire une présentation ce midi de vos laboratoires que vous utilisez à distance. Alors, je vous cède la parole et Marouf, en fait, comment vous voulez procéder pour les questions? Est-ce que vous voulez qu'on vous interrompe tout au long de la séance, Oui, de vous vive voix? il n'y a aucun problème, avec plaisir, mais j'ai besoin de partager mon écran. Oui, absolument, je vous cède le partage. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je partage mon deuxième écran. Et voilà, est-ce qu'on voit un peu ma présentation? Oui, absolument. Mettre en mode présentation avant de commencer. Oui. Alors, mais un grand merci pour le Bureau de support pédagogique et technologique, le BSPT, pour cette invitation et je remercie particulièrement Mélanie Fournier pour l'organisation de cette rencontre. Donc, on m'a demandé, on m'a invité pour parler de laboratoire à distance. Donc, je suis bien content d'avoir notre collègue Grady aussi avec nous, qui a participé à un moment donné au développement de ce laboratoire. Donc, je veux aller par une présentation un peu plus formelle. La dernière fois, on s'est rencontré avec le décanat, c'était un peu plus une démonstration. J'ai quand même préparé une petite présentation. Ensuite, on peut y aller vers le laboratoire. Donc, le plan est très simple. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quoi trouver comme matériel à l'intérieur? Et on va y aller vers une démonstration. Donc, c'est sûr, certaines pages, on va y aller vite parce qu'on va y aller les voir dans la démonstration, mais d'autres, on pourra arrêter un peu. Le pourquoi, c'est très simple et peut-être des gens ils vont dire qu'à cause de la pandémie, pas du tout. C'est une histoire un peu longue, je reviens dans la prochaine slide là-dessus. Donc, c'est surtout les possibilités d'offrir à distance des séances de laboratoire avec des équipements réels. Donc, cette question se pose depuis assez longtemps. La possibilité d'illustrer des concepts théoriques à l'aide des démos utilisant des équipements réels pendant le cours magistral. Donc, dans la classe, parfois, on peut se permettre d'y aller dans le laboratoire. Donc, les étudiants, ils vont voir qu'est-ce qui se passe sur un exemple un peu plus réel. Et un autre élément qu'on a mis, c'est le partage de l'utilisation des équipements avec des collègues qui peuvent se trouver à l'extérieur du pays. Alors, on a fait des expériences avec Radi en Tunisie, au Mexique. Et certainement, les contraintes temporelles, par exemple, si notre équipement est disponible la nuit, mais il est quelque part 9h, 10h du matin au midi, donc il peut l'utiliser, nous autres, on n'a pas besoin. Donc, juste pour répondre à la question, vous montrer un peu l'historique, c'est pas d'hier, vous voyez, même en 97, on avait des publications là-dessus. Et j'ai mis en jaune les personnes. Il y a Amadou Salia, il y a Mostafa Dodo qui est toujours avec nous, il y a Vahé, il y a Radi qui est là. Je profite pour les remercier aussi et les saluer. Et j'ai fait juste ce matin, honnêtement, un petit compte. Et il y en a une trentaine d'articles qui se trouvent publiés à différents niveaux qui parlent de laboratoire à distance. Et même, j'étais un peu surpris de voir qu'il y en a un qui était cité plus que 36 fois. Plus que 30 fois. Donc, je n'ai pas pensé que ça attire. Et ça, c'était dans une conférence, c'est même pas dans un journal, cet article-là. Donc, on retourne un peu le comment qu'on procède et le comment est vraiment, on a besoin le réseau d'Internet essentiellement pour aller vers des utilisateurs à l'extérieur et qui peuvent, comme on a dit, géographiquement et temporellement, ils peuvent être très localisés, même peuvent travailler, ils peuvent être dans deux pays différents, deux places différentes et travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on a nos laboratoires physiques, on a des moteurs, on a un système de contrôle du niveau de débit, de pression. Donc, ici, c'est vraiment spécifique pour le cours d'asservissement linéaire que vous avez vu. C'est des matériels, c'est les mêmes labs, en fait, qu'on utilise dans notre cours qui sont là. Donc, il y en a
la circuiterie aussi. On peut faire des circuits, des systèmes de premier ordre, second ordre, etc. Donc, le matériel physique, il est là. Il y a certainement des caméras qui doivent transmettre le message et il y en a certaines parties des cartes d'interface électronique qui sont utilisées. Ça dépend de l'intelligence de la carte. Il y en a des cartes qui sont des ordinateurs. Ils ne sont pas chers maintenant. Une carte Arduino, un Raspberry Pi, si vous voulez, ça peut coûter une centaine de dollars, même moins. Et il devient complètement autonome. Donc, on n'a pas besoin d'un serveur dans ce cas. Mais ici, dans le cas présent, on a une carte d'acquisition dans un serveur qui communique avec l'ensemble. Donc, cet ordinateur est connecté à l'Internet, en fait. Donc, vous voyez, l'architecture n'est pas trop complexe, mais quand même, il y a d'interfaçage. Le défi, c'est de travailler en des signaux réels, physiques, des courants, des tensions, un niveau, un débit, une pression, et le remettre dans le numérique. Mais ça, je pense, les collègues qui travaillent dans ce domaine, ils doivent savoir comment ils gèrent ces aspects-là. Donc, le laboratoire lui-même, et donc on arrive au quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ou quoi faire à l'intérieur de ce lab. Donc, il y a exactement une image du laboratoire réel qu'on a physiquement sur place, qu'on fait. Sauf il y a un module additionnel, qui c'est le module d'inscription. Donc, ce module d'inscription, il va permettre aux étudiants de réserver une plage horaire pour accéder au matériel. Et on sait qu'on a un seul matériel, donc on ne veut pas que deux groupes ou plusieurs étudiants arrivent en même temps et qu'il y a un conflit. De toute façon, le module de réservation, il ne va pas les permettre. On a aussi certaines instructions de base qui sont diffusées comme information générique, mais on va voir pour chaque laboratoire, il y a la documentation aussi appropriée pour ça. Il y en a un certain nombre d'exercices qu'ils peuvent faire aussi les étudiants, un genre de pré-laboratoire, on regardera ça après, et il y a certainement la partie réelle, physique, qui est les laboratoires. Présentement, on a exactement cette séquence de laboratoire dans le cours quand on le fait en présentiel. Donc, il y a le contrôle de niveau d'un réservoir, le contrôle de vitesse et position d'un moteur courant continu, étude des systèmes des fonctions de transfert de second ordre. On le fait avec les circuits électriques. On fait les études en régime permanent, etc., identification. Donc, je pense, Jean-Pierre, quand il enseigne son cours d'automatique en génie mécanique, il utilise la même. En passant, Jean-Pierre, on a fait déjà des tirs communs aussi pour développer ce genre de trucs. Donc, il peut accéder au lab et faire aussi ses travaux. Donc, pour les pré-laboratoires, qu'est-ce qu'on fait, comme on a dit? Ce sont surtout des séries d'exercices. Donc, je n'ai pas besoin d'y aller en détail, lire chacun, mais c'est une préparation pour arriver à faire le lab correctement. Donc, c'est en même temps des exercices qui peuvent le faire. Pour la partie laboratoire, toujours, on a 3 volets, comme on le voit ici. On a la partie documentation, donc toutes les instructions nécessaires. Ils peuvent faire certaines simulations. Donc, c'est un peu plus que les prélabs. Les prélabs, c'est des exercices un peu plus généraux, reliés à la matière. Mais ici, vraiment, en simulation, on est le jumeau, si vous voulez, de la partie expérimentale. Okay? Donc, c'est la partie qui va se rapprocher le plus du laboratoire à faire. Donc, en simulation, par exemple, on peut déterminer un modèle mathématique, on peut utiliser le modèle pour simuler une sortie particulière, par exemple. Quelle est la vitesse d'une voiture, cruise control, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche le plus du laboratoire et une étape importante pour les étudiants de voir avant d'arriver cette partie-là. Pour cette partie-là, par exemple, un exemple, on peut faire des simulations d'un système de premier ordre ici. Et ce système-là, de toute façon, on va le voir tantôt dans la partie expérimentale qui a la même fonction. Donc, si on prend un moteur, c'est vraiment le modèle mathématique. Et on peut faire des études fréquentielles, on peut faire des études temporelles aussi. Donc, tout ça, ça se fait
sans nécessairement avoir besoin de réserver. Et en passant les simulations, il peut y en avoir 10, 20 ou 100 étudiants en parallèle. C'est le site Internet, combien il peut supporter. Par contre, quand on arrive à la partie temps réel, expérimentation, mais là, c'est une étape un peu différente, un à la fois. D'accord? Donc, pour la partie laboratoire expérimental, donc, on peut faire donc, maintenant une interaction directe avec le matériel, avec l'équipement en boucle ouverte, par exemple, ou fermé dans le domaine temporel ou fréquentiel. Et on a la possibilité aussi de reprendre ces résultats de l'expérimentation pour les analyser et faire des conceptions de contrôleurs, par exemple. Je ne sais pas, un contrôleur de vitesse, cruise control, ou si c'est un moteur, contrôle de vitesse d'un moteur, etc. D'accord? Donc, s'il y a des questions, si je ne suis pas clair, s'il vous plaît, m'arrêtez, vous pouvez m'arrêter. Donc, par exemple, je prends ici l'exemple pour la partie expérimentation. On a trois fenêtres toujours. On a une fenêtre de la manipulation à faire. C'est un sommaire. Donc, on a vu qu'il y a de la documentation que les étudiants peuvent télécharger, l'apprendre avec plus de détails. Et ça, il faut l'apprendre possiblement avant d'arriver au lab, mais même elle est disponible si l'étudiant n'a pas pris cette documentation. Mais ici, dans cette fenêtre en bas, peut-être je mets mon pointeur ici. Donc, cette fenêtre, c'est des instructions, un sommaire des instructions à suivre. On a ici l'interface où sont les paramètres à entrer. Et pour activer le système, on arrête, on démarre. Et on a ici en haut un état du système. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est en marche? Est-ce qu'il n'est pas prêt? D'accord? Donc, on a une indication directement. On voit l'état du système. Et ici, on a un graphique qu'on va ramasser en temps réel qu'on veut exporter plus tard pour l'analyse et le rapport final. Et la fenêtre ici qu'on a, la troisième fenêtre, c'est la fenêtre de la caméra qu'on a vue un peu plus tôt. Donc, la caméra, elle est vraiment dirigée directement sur le matériel. Pour le moment, on a 2 caméras dans le lab, mais il y a une possibilité aussi d'avoir des caméras programmables. On l'a eu déjà, qui tournent, on donne une position, elle va y aller d'un système à un autre. Donc, c'est possible aussi. Le module de réservation, c'est un module très important et vraiment, c'est ça qu'on a besoin pour faire une différence en laboratoire présentiel et un laboratoire à distance. Parce que je sais qu'il y en a plein de technologies. On peut accéder à un ordinateur maintenant et à distance. Et l'ordinateur, s'il est connecté à une machine, possiblement, on peut faire tourner un moteur. Mais l'idée, comment on peut le faire avec, disons, en toute sécurité pour le matériel, pour ne pas causer un feu ou avoir des problèmes quelconques. Donc, on a un module qui nous permet, comme gestionnaire, comme admin ici, faire la gestion de ce lab. Donc, on peut créer ou supprimer des groupes, on peut activer, désactiver un groupe. Je vois qu'il nous manque un petit i ici. Et on peut aussi gérer les laboratoires. Si on a 5 laboratoires ou 6 laboratoires qui sont en ligne, on peut peut-être activer 2 et forcer les étudiants de passer par ces 2 avant d'y aller plus loin. Et certainement, créer et modifier une réservation. Et ça, il faut le faire à chaque fois qu'on va faire le laboratoire. Donc, on peut créer une réservation. Tantôt, je ferai dans la démonstration une réservation. Et à ce moment-là, l'étudiant, sa plage est réservée. Donc, il faut réserver avec son code permanent, avec son mot de passe, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de connecter ça à signer, par exemple, pour avoir toutes les listes des étudiants pour leur mot de passe. Ça devient quelque chose un peu plus simple à gérer, mais pour le moment, on fait d'une façon un peu plus indépendante. Donc, quand on rentre sur maintenant, ça, c'était l'interface du gestionnaire, de l'admin, mais si on rentre sur l'interface de l'utilisateur, de l'étudiant surtout, il peut soit faire la réservation, soit faire le laboratoire à distance. Donc, il n'y a pas besoin de gérer lui-même de la création des groupes ou désactiver certains laboratoires. Donc, oui, c'est ça sa fenêtre. Il peut faire
la réservation ou faire le laboratoire. Pour faire la réservation, on a programmé une semaine. Okay? Donc, à partir d'une journée quelconque, on voit qu'il y en a 7 jours et les heures possibles. Par exemple, ici, on peut le faire aux 5 minutes ou 10 minutes ou à l'heure, c'est notre décision. On peut décider, par exemple, donner une plage d'une heure à un groupe pour faire son lab, comme on peut décider de le donner 30 minutes pour donner la chance aux autres. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on peut programmer. On fait une validation et la réservation est faite. Marouf, Oui. on a une question dans le module conversation. Marlène nous demande qui a programmé ces interfaces. Ben, avec Mustapha Dodo, qui travaille avec son nom, il était sur la première, je pense, au début. Mustapha, il est là. C'est lui qui a travaillé sur la programmation. Et je vous dis, il est meilleur que moi, certain. Et c'est tout, c'est quoi? C'est comme, c'est seulement du pur web, là? Non, mais j'arrive. Votre question est très pertinente. J'arrive. OK, merci, pardon. De rien. Donc, ici, en fait, après la réservation, on peut faire le lab. Donc, Marlène, c'est Marlène qui pose la question. Exact. Quels sont les outils maintenant de travail? Comment on l'a fait? Donc, nous autres, ici, on a à l'ETS une licence LabVIEW. Et même dans le lab, chez moi, j'ai 5 licences qu'on a payées dans le lab parce qu'on utilise LabVIEW pour d'autres choses. Donc, on l'utilise aussi en même temps dans le lab pour le développement de cette interface. En fait, avant, il y a quelques années, quand M. Miri était à l'ETS avec nous, il fallait développer dans LabVIEW standard. Et ensuite, l'autre côté, l'utilisateur, il faut qu'il télécharge un genre d'exécution, un runtime, un module d'exécution. Et ce module d'exécution était très, très lourd. Et parfois un 100 MB, parfois un 200 MB. Donc, toujours, les étudiants ou les utilisateurs se plaignaient un peu. Et je comprenais même moi, je trouvais ça un peu difficile. Mais là, depuis 2019, il y en a un web service sur LabVIEW. Et c'est ça qui est l'innovation par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est vraiment maintenant, on n'a besoin d'aucun runtime, directement le web service. Donc, il y en a des modules, LabVIEW NXG, qui est le Next Generation, qui permet de faire ce genre de programmation. Donc, on peut exécuter en temps réel sans nécessairement avoir ce module d'exécution-là. Donc, ça, par exemple, pour la question de simulation, voici les outils qu'on a. Le WebVI, le LabVIEW Next Generation, on transforme ça en HTML. Voici la procédure, en fait, qui est là. C'est sûr que je ne pense pas qu'en regardant ça, on va être capable de le faire. C'est quand même, il faut connaître à l'intérieur la programmation à l'intérieur de LabVIEW. Mais pour la partie temps réel, pour le contrôle en réel, on a tout ce qu'on appelle les services web. Okay? Les web services que vous voyez, rendre l'application ainsi créée accessible à travers un service web. Et c'est lui-là qui va nous permettre d'interagir avec un équipement sans nécessairement télécharger un genre de runtime ou un exécutable. Donc, de telle façon que les étudiants ils peuvent mettre un paramètre et le paramètre il va interagir avec le système physique. Le système physique va nous retourner un signal, une vitesse, un niveau, un débit, etc. Et ce signal-là qui est transformé en numérique directement sera affiché sur l'écran. Donc, de cette façon, on arrive à interagir avec un système réel. Pour les laboratoires, pour faire les labs, donc on peut, vous voyez comme le site du cours LE275, le cours d'asservissement linéaire, vous voyez le Moodle ici, on a les laboratoires classiques qu'on faisait, ils sont là. On a le cours à distance que le décanat des études nous envoie pour ajouter dans Moodle pour enseigner à distance. Mais on a notre laboratoire à distance. Okay? Et notre laboratoire à distance, je retourne un peu plus tard là-dessus. Et il a aussi, ici, vous pouvez voir en bas, il y en a une adresse. Il a une identité aussi, mais on le connecte en Moodle, comme ça devient facile pour les étudiants.
Je ne veux pas faire la démonstration ici. Si jamais Murphy nous empêche, on peut retourner ici. Si vous me permettez, je veux, à moins qu'il y ait des questions avant d'y aller vers la démonstration, je vous dirai merci plus tard. OK. Donc, je vais y aller vers le site ici pour la démonstration. Donc, comme vous voyez, c'est exactement en cliquant sur le lien sur le site Moodle, il nous envoie directement ici. Donc, on a les instructions ici pour le laboratoire, le module d'inscription, OK, le module pré-lab. Donc, pour les inscriptions, il faut le faire sur une page avant avec le code universel, etc., le mot de passe, confirmation de mot de passe. Et plusieurs étudiants ils peuvent s'inscrire d'une façon simultanée s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc, pour les pré-laboratoires, ici, on a des exercices, comme on a dit pour les étudiants, des notions, par exemple, dans la théorie, on parle d'un contrôleur quelconque proportionnel intégral, mais les étudiants, ils peuvent faire quelques exercices là-dessus sur ces types de systèmes. Donc, vous voyez, tout est là, ils peuvent mettre leur gain, ils peuvent essayer de valider si la théorie fonctionne. Donc, ça, c'est pour les... Il y en a quand même quelques modules qui accompagnent surtout le cours. C'est surtout ici que ça se passe, donc les laboratoires. Et comme je vous ai mentionné tantôt, donc on a différentes parties pour les laboratoires ici, donc que soit le moteur, soit... Donc, pour faire la simulation, on clique juste sur simulation. Donc, il y a la documentation comme ici. C'est un fichier doc en général, il se télécharge. Les étudiants peuvent le prendre. Et pour la simulation, j'ai juste mis les paramètres à l'intérieur. Donc, on pourra faire, voici le schéma bloc en boucle ouverte du système. On peut le simuler en boucle ouverte, c'est-à-dire en boucle ouverte sans contrôleur, sans avoir un contrôleur, en boucle fermée en introduisant un contrôleur. Par exemple, si j'ai mis que je veux mon moteur qui tourne à 200 radians par seconde, disons 200 RPM, voici le modèle, c'est une simulation, donc je donne le modèle du moteur et je démarre ma simulation. Donc, la simulation s'effectue en arrière sur la view et j'ai un affichage du comportement de la vitesse. Donc, la vitesse a commencé à 0 et a monté jusqu'à 200 ici. Et ensuite, on espère bien qu'elle va stabiliser à 200. D'accord? Donc, les étudiants, ils peuvent aller chercher le maximum, le minimum, l'information qu'ils ont besoin pour faire l'analyse par après. OK? Parfois, par exemple, on peut aussi créer un phénomène, je vais y aller ici sur le réservoir, par exemple. On peut créer un phénomène où le signal n'arrive pas. Par exemple, je suis en boucle fermée et je vais y aller, par exemple, à un niveau de 8. En principe, si mon contrôleur est correct, il va arriver à 8. Mais ici, on a créé un phénomène pour qu'il n'arrive pas et qu'on force l'étudiant à faire une analyse. C'est quoi l'erreur en régime permanent? Si vous vous rappelez, il y avait un laboratoire sur l'erreur en régime permanent. Il y avait une erreur en régime permanent ici. Donc, à ce moment, l'étudiant, il voit que le signal se stabilise à quelque chose qui est différent. Donc, ça le force à faire l'analyse de son système. Allons maintenant vers la partie expérimentale. Donc, je vais prendre le réservoir. Comme j'ai dit, je dois maintenant valider mon code permanent. Je fais une réservation. Et là, on est le mercredi. Donc, la réservation la plus proche pour moi, c'est midi 25. OK, j'ai pour combien? Ici, pour 1 heure, je pense, j'ai mis la réservation. Donc, je vais y aller, prendre midi 25, comme ça, elle est valide pour 1 heure. Je valide. Et c'est ça. Il me dit, donc, j'ai la ressource qui est le laboratoire LA2, mercredi, 60 minutes à partir de midi 25.
En fait, on a laissé un 5 minutes entre les réservations. Mais ça, c'est 60 minutes, comme j'ai dit, on peut changer, on peut avoir 15, 20, 30 ou plus si nécessaire. Donc là, comme on interagit avec un temps réel, on force l'étudiant à s'identifier une autre fois pour être sûr que, avant de faire le laboratoire, que tout, il n'y a rien qui est passé entre la réservation et... Donc, voici le système. En fait, c'est le système réel, c'est le système, une vue un peu plus globale ici. Et on a au laboratoire plusieurs de ces machines-là. Je pense en génie mécanique, Jean-Pierre, vous en avez aussi, si je ne me trompe pas. Et supposons qu'on va faire en boucle fermée ici, OK? Et on demande, voici, on va prendre quelques paramètres, je ne sais pas, 5, on peut changer 1.2 KD, je ne sais pas, on peut donner un niveau, on peut écrire par exemple un 40. OK? Là, le système, ici, comme il est en temps réel, peut-être il y a un petit délai, et vous allez voir l'impact directement. Donc, il me dit que le système est en marche, et vous allez voir le niveau d'eau se déplacer. On a mis une petite balle très légère pour montrer le niveau d'eau, parce que la dernière fois qu'on a fait la démonstration, on se demandait est-ce qu'il bouge, il ne bouge pas. Mais là, on voit bien qu'il bouge. Donc, vous voyez le signal en temps réel qu'on reçoit à distance. Donc, là, je suis chez moi, dans le laboratoire, il est à l'ETS. Donc, on voit bien que le système arrive à se stabiliser à un certain niveau. Est-ce qu'il va arriver à 40? Est-ce qu'il ne va pas arriver? De toute façon, il va certainement dépasser. C'est un système qui peut osciller comme un ressort, parce qu'on parle d'un système de second ordre avec proportionnel. Donc, il va osciller, y aller, espérant bien stabiliser autour du signal. Et ça, encore, comme j'ai dit, il y a un apprentissage ici. Ce que vous voyez en haut avec KP, KI, KD, quand même, ça fait partie de la théorie. Donc, les étudiants doivent apprendre que le système, il a besoin, par exemple, un terme au moins intégral. S'il n'y a pas un terme intégral, on n'arrive jamais à atteindre le signal. Donc, ça fait partie de l'apprentissage encore. Comme je dis, par exemple, si je change à 20 ici et je fais encore démarrer, donc le système est stable. Là, il va descendre de 40 à 20 en principe. Ça prend quelques secondes pour la communication. Et ce délai, il est causé par les cartes électroniques que vous avez. Il faut qu'ils reçoivent le signal interprété. Donc, il y a moyen de l'accélérer un peu, mais pour ce type de système, c'est tout à fait correct. Donc, on voit bien, à un moment donné, il va se stabiliser, il va dépasser un peu vers le bas parce qu'il descend. Et en général, il doit être capable de se retrouver la valeur désirée. Et ça, comme j'ai dit, c'est conditionnel à ce que les paramètres du système soient configurés correctement. Et les étudiants doivent savoir ça. C'est-à-dire, si je mets un 0, je ne sais pas si... Attends, on va arrêter tantôt. On va l'arrêter. Et si je mets juste un terme proportionnel, en général, ils savent qu'il y a une erreur en régime permanent. Donc, si je mets que je vais y aller à 45, et je démarre. Donc, le système est en marche. Donc, logiquement, d'après la théorie, il n'est pas supposé d'arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc, il va rester une erreur en régime permanent. Et c'est tous ces phénomènes-là, l'étudiant, il doit répondre dans son rapport, il doit faire son analyse, donc les données, ils peuvent les récupérer, l'enregistrer et lui permettre par la suite de faire ces analyses-là. Pour le moteur, vous voyez, il se stabilise quand même avec une erreur en régime permanent de 5 sur les 45. Et ça, c'est normal, on sait. Donc, s'il ne fait pas ça, ça sera anormal. D'accord? Donc, on arrête la partie moteur
la partie, pardon, réservoir, je suis toujours capable de retourner durant cette heure faire des expériences sur le réservoir. Mais malheureusement, je ne peux pas y aller maintenant faire un autre laboratoire parce que c'est une question de sécurité. L'entrée est la même, la porte est la même. Donc, je ne veux pas permettre à un qui rentre sur le réservoir, un qui rentre sur le moteur. Si on veut faire ça, il faut vraiment avoir une séparation entre les deux entrées. D'accord? Donc, on rentre sur un équipement et pour cela, je pense, je peux vous montrer un peu aussi, on a pris une petite vidéo là-dessus, mais c'est exactement le même principe. C'est pas... D'accord? Donc, on a toujours les instructions, les laboratoires. Donc, OK, on s'inscrit, on réserve comme on a fait. OK? Si je voulais faire le moteur, il faut attendre 1 heure. OK? On peut faire une autre réservation après. Mais là, comme j'ai fait la réservation pour le réservoir, donc je n'ai pas le choix parce que cette plage est réservée 1 heure pour une équipe. OK? Donc, là, on a maintenant fait la réservation, on retourne et exactement la même chose qu'on a fait. Donc, on peut faire le laboratoire maintenant. Et vous voyez ici, encore, on a les instructions pour la réservation. Et là, voici l'interface qu'on trouve pour le moteur. Donc, la dernière fois, dans la démo, avec le décannage, j'ai fait celui du moteur. C'est que pour changer, j'ai fait la réservation du réservoir cette fois-ci. Donc, on peut faire ça en boucle ouverte, en boucle fermée. C'est exactement le même principe, sauf le temps alloué pour un laboratoire, il doit être respecté. OK? Comme admin, j'ai des privilèges. OK? Je peux mettre quelqu'un dehors, je peux arrêter son laboratoire, mais on parle comme principe d'exécution. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le moteur tourner. Je retourne un peu ici. Donc, après j'ai parlé, j'ai peut-être avancer un peu pour qu'il arrive. Donc, on a réservé ici. Donc, on va faire le lab et regarder la caméra maintenant qui est orientée directement sur le système physique. Donc, observez maintenant quand on met la... Donc, observez ici, on a ajouté juste une petite affaire pour le moteur pour qu'on voit qu'il tourne. Là, il est prêt. Donc, on soit en boucle fermée, par exemple ici. On veut qu'il tourne à 100 radians par seconde, à peu près 100 RPM. On valide et vous voyez qu'il tourne ici maintenant, le moteur. Donc, c'est la caméra en temps réel que les étudiants vont voir. Donc, cette information, elle est transmise en temps réel. Et voici en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire le moteur était au repos pour un certain temps. Il a monté, il a monté, il a jusqu'à 100 parce que je pense changer l'amplitude. OK, ici, on a changé jusqu'à 60 l'amplitude de nouveau. Donc, il ne faut pas oublier, c'est une vidéo, ce n'est pas le temps réel. Donc, on a fait ça en deux séquences, une à 60 et une à 100. Et vous voyez le signal final, le moteur tourne à 60 radians par seconde et les paramètres du régulateur. Donc, tout ça. Et regardez ici un petit enregistré. C'est enregistré là, quand on clique là-dessus, ça veut dire que je peux télécharger le fichier données et je peux les mettre sur MATLAB ou sur Excel, faire des graphiques, faire des analyses, etc. Donc, en gros, c'est ça le laboratoire à distance. Et pour moi, un gros merci à vous tous et toutes. Et je suis prêt s'il y a d'autres questions à répondre. Oui, Jean-Pierre, il a une question. Oui, alors ma question, c'est juste un commentaire. Merci bien pour la présentation. Je ne savais pas que c'était aussi avancé parce que ça fait quelques années que j'avais plus suivi les développements. Et ça veut dire qu'en situation de pandémie, actuellement, tous vos laboratoires du cours d'asservissement se font là-dedans? Cet été, il y en a un mix, un mélange. Il y en a quelques labs qu'on va faire à distance.
OK, comme ça. Et il y en a d'autres, on va faire en simulation. OK? Mais même sans pandémie, comment je me débrouillais? J'isolais un groupe ou deux groupes à chaque fois, à chaque session, et j'ai demandé à ces deux groupes-là de faire leur lab à distance. Comme ça me valide aussi en même temps. Oui, mais cet été, tu as raison, cet été, Mostafa, c'est lui qui est en charge des laboratoires. Il va faire un certain nombre de ces laboratoires à distance. Merci. De rien. Ce n'est pas moi qui l'enseigne cet été, mais quand même, Mostafa est là. C'est lui qui va. J'enseigne deux cours, mais pas celui-là. OK. OK, avec plaisir. Oui, Marouf, j'ai peut-être une petite question, c'est Patrick. Oui, Patrick. Les étudiants donc ont utilisé tout ça, puis quelle a été la réaction des étudiants? Ben, écoute, c'est surprenant. Il y a les étudiants, et je vois que Radi va poser une question. On a fait avec les cégeps aussi les mêmes exercices. On posait des questions aux étudiants, etc. Et ils trouvaient ça super, super pratique. C'est-à-dire, tu es chez toi, tu es en pyjama, tu n'as pas besoin de courir, même dans les cas normaux, ce n'est pas un cas de pandémie, ici, ils vont comprendre. Et honnêtement, j'avais parlé dans le temps de l'intégrer un peu plus dans nos cours, mais il n'y avait pas de raison, tu vois, nos étudiants, nos cours, notre façon d'enseigner, et je comprends ça. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est un collègue d'une autre université, Amadou, qui m'a posé la question. Et lui, cette question venait de la Banque mondiale à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les Africains, ils peuvent… et lui, Amadou, il est de Niger, oui. Donc, il dit, est-ce que les étudiants africains, ils peuvent avoir accès à des équipements un peu plus récents? Est-ce qu'on peut partager des expériences? Et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Et la même question, en 2000, je pense 10 ou 11, quand Radi était avec nous, a été posée par le gouvernement de Québec. On a investi 5 millions dans un cégep, on a investi le même 5 millions dans un autre cégep pour acheter le même équipement. Pourtant, cet équipement est utilisé 10% ou 15% de son temps. Donc, est-ce qu'il y a moyen que Sorel Tracy rentre chez Granby, rentre à Valleyfield pour faire les laboratoires? C'est les trois partenaires qu'on avait ensemble. Et c'était tout à fait possible. Je ne sais pas s'ils poursuivent avec l'expérience parce qu'on a fini en 2014, je pense, ce projet-là. Mais tu as raison aussi, et le ministère, à chaque fois qu'on se réunissait, il trouvait d'autres idées. Il dit, mais peut-être aussi les travailleurs peuvent l'utiliser pour le perfectionnement. Les gens qui se trouvent dans les régions isolées, par exemple, je ne sais pas, un cégep qui se trouve dans les régions qui n'ont pas un programme en instrumentation industrielle, mais ils peuvent le suivre, ce cours d'instrumentation industrielle là, au Cégep de Vieux-Montréal. Tu vois, il y avait plein d'idées qui sortaient, on trouvait c'est parfait, ou pourquoi pas. Et surtout, merci, Marouf. De rien, ça fait plaisir. Oui, je pense, Radi, il y avait une question. Désolé, Radi. Oui, en fait, j'avais un petit commentaire. Ça me fait plaisir de se retrouver avec toi encore une fois. Et bon, c'est certain que le web service aussi va faciliter et donner plus de potentiel à ce genre de solutions. Mais moi, la question qui m'intrigue, tout ça amène des allègements sur le plan occupation de laboratoire, mobilisation des espaces, mobilisation même des enseignants ou des assistants qui vont accompagner les TP. Est-ce qu'au niveau administratif, il y a une avancée pour apprécier cela, pour valider cela, pour favoriser cela? Parce que jusqu'à présent, je connais la démarche qu'on a faite, c'est au niveau expérimental, c'est faisable, mais l'impact et la réaction administrative aussi bien qu'à l'ETS qu'avec les gens de Cégep. D'ailleurs, le projet, je ne pense pas qu'ils ont continué parce que il faut un investissement de départ pour développer cela correctement, mais par la suite, il y a des gains qu'on peut enregistrer et aussi un modèle, je dirais, hybride qu'il faut développer parce que la distance totalement, ça fait louper à l'élève l'opportunité de manipuler le matériel. Mais il faut combiner un peu cela avec la simulation, la distance et puis certains TP sur le terrain. Et tout cela, c'est ça ce qui pourrait amener un grand plus à ce genre de solution. Merci beaucoup pour le commentaire et la question. En fait, la question est plus pour Patrick que moi.
comme gestionnaire. Moi, écoute, je crois fort que la question de partage, la question des contraintes géographiques, les contraintes temporelles, permettre à des étudiants qui n'ont pas facilement accès à un programme de le faire. Pour moi, je suis très sensible à toutes ces questions-là. Et pour ça, juste, ça vaut la peine d'avoir une infrastructure de cette nature-là. Maintenant, c'est vrai, comme j'ai dit ici, on a mis dans un petit local peut-être 3 par 3 mètres, même pas moins que ça. Mais écoute, on peut mettre des étagères, 4 étagères dans le même local. On a 4 groupes. Donc, on n'a pas besoin beaucoup d'espace, c'est vrai. Et c'est pas trop coûteux, là. Je voudrais dire, ce matériel-là, ça a été acheté avec nos budgets personnels, fonds de développement professionnel, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent des milliers de dollars, là, et une quantité énorme. Par contre, c'est trop pratique. Ça facilite, surtout durant ce temps-là, durant ce temps où on n'a pas le choix, mais au moins les étudiants, ils peuvent continuer à fonctionner comme s'ils étaient sur place. Je suis tout à fait d'accord avec ton commentaire, Adi. Mais vous avez un laboratoire qui fonctionne 24 sur 24 aussi. C'est un grand apport, là. Oui. Exactement ce qu'on disait, le partage, c'est-à-dire même, tu te rappelles, on a fait un test avec la Tunisie, quand c'est 3 heures du matin, ici, ou 4 heures du matin, qu'il n'y a personne qui touche aux équipements, mais là-bas, il y a des gens qui sont réveillés. Oui. Et ils peuvent en profiter. Nos amis africains aussi, Amadou, à l'époque, on a fait quelques tests avec le Niger, avec des collègues du Niger, et ça fonctionnait parfaitement. C'est sûr qu'il faut des liens Internet un peu fiables, mais ce n'est pas une bande passante énorme. Hein. On n'a pas besoin ici des gigahertz, là. Si tu assures une continuité dans les services, c'est ça, c'est la fréquence qu'on utilise, c'est 1 kHz, même pas là. OK, le contrôle de procédé, ce n'est pas une fréquence énorme. Tout ce qu'on a besoin, une stabilité de cette fréquence, qu'elle soit là, disponible. Parce que s'il y a une coupure d'Internet, mais là, le matériel, on perd le contrôle avec. On a prévu d'autres choses pour que localement, si ça arrive, ça peut arriver même à l'ETS. Je voudrais dire qu'il y a parfois des coupures, parce que c'est ça, j'ai parlé de loi de Murphy, parce que je comprends ça au niveau administration de réseau. Les adresses Internet ne sont pas nécessairement dans la zone sécurisée. Donc, parfois, il y a des attaques, parfois, il y en a des choses comme ça. Donc, le service de STI était très généreux avec nous. Il nous a donné quelques adresses à l'extérieur de cette zone-là pour pratiquer notre carreau de sable. Mais ça fonctionne bien en général, il n'y a pas de problème. Ça va, Radi, pour la question, pour la réponse? Je ne sais pas si tu peux ajouter d'autres choses là-dessus. Parfait, c'est excellent. C'est un créneau sur lequel je continue. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, avec le Zoom qu'on a, on est orienté à l'UCO un peu d'utiliser les kits. C'est les kits qu'utilisait VAE. Et puis, on permettait aux étudiants par Zoom de prendre le contrôle du kit et de faire toute la manipulation. Oui, certainement. Écoute, on peut faire du partage avec Zoom. Tu peux demander le contrôle, tu peux… Voilà, exactement. Donc, de l'autre côté, c'est le kit qui tourne avec le logiciel approprié. Puis l'étudiant prend cela en main et puis il fait sa manipulation. Et ça marche très, très bien. Là. Et même, je dirais, s'il y en a une équipe, je ne sais pas, je prends un exemple, un en Tunisie, un à Montréal, un autre à Mexico, là. Ils peuvent échanger le contrôle aussi. Ils peuvent les 3 travailler en équipe, mais une vraie équipe comme ils sont sur place. Là. Tu vois, c'est-à-dire demander le contrôle, ça peut se faire facilement et un, il peut le manipuler, l'autre, il peut calculer des paramètres, l'autre, il peut faire d'autres choses. Ben, c'est ça, le partage. Parfait. Moi aussi, je dois partir. Ça me fait plaisir. Et puis… on reste en contact pour le petit projet dont je t'ai parlé aussi. Okay, excellent, mais avec plaisir, Radi. Merci. Au revoir. Salut, Radi. Au revoir.
Merci beaucoup, Marouf, pour cette présentation fort intéressante. Je sais que vous aviez eu, je pense, un PSIR lors de ce projet-là aussi. C'était dans le cadre d'un PSIR que ça avait été réalisé? Ben, ici, oui, cette étape, c'est dans le cadre de PSIR. Lors de la présentation des projets PSIR, on en a fait une vidéo de 3 minutes, je pense, à l'époque. Je ne sais pas si elle est toujours disponible. Mais oui, ce projet, la dernière partie de dernier développement avec le web service, ça a été fait à travers l'aide de ce PSIR-là. Et c'est très apprécié. Je profite aussi une deuxième fois pour dire merci au PSIR aussi, au décanat des études, parce que c'est des choses qu'on a besoin, surtout pour payer les gens qui programment, qui font les développements à côté de nous. Et malheureusement, nous autres, comme professeurs, on a plein d'autres choses en parallèle, fait qu'il faut que quelqu'un se concentre. Et avec cet argent-là qu'on arrive à avancer. Bien, c'est ça, je profite de l'occasion aussi pour dire que le programme de PSIR aux autres collègues va bientôt être lancé. Fait que si un projet comme ça vous intéresse, vous serez invité à soumettre vos projets dans quelques temps aussi, d'ici peut-être 2-3 semaines là, maximum. Hein, Patrick, on va lancer le programme de PSIR. Fait que ça peut se faire dans ce cadre-là. D'accord, mais c'est parfait. On va être à l'écoute à la. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent continuer à se développer. La technologie évolue, mais une chance, elle évolue dans notre direction, à notre faveur. Oui. Les caméras qu'on mentionnait, les équipements, maintenant, vraiment, c'est presque rien comme coût, alors qu'il y a quelques années, il fallait avoir des gros budgets pour ce genre de choses, pour contrôler à distance. Marouf, toute la gestion, le code, c'est tout du code qui roule dans LabVIEW ou bien est-ce qu'il y a des... Oui, c'est tout à l'intérieur de LabVIEW. LabVIEW, OK. Oui. En fait, c'est le seul outil qu'on utilise. Ah, OK. Mais il n'y a pas d'autre chose. OK, génial. Et de plus, on a dans une carte d'acquisition qui est faite par National Instruments. Ça devient vraiment un jeu d'enfant pour la configurer, parce que c'est la même entreprise qui génère le logiciel et la carte d'acquisition. OK. Donc, pour contrôler les entrées, sorties, tout ça, c'est très facile. De toute façon, la carte d'acquisition, Marc, on l'utilise aussi dans le cours en présentiel. C'est les mêmes matériels. Ah, OK. Okay? Et LabVIEW, les étudiants apprennent aussi en présentiel aussi. Donc, on a deux outils. Les deux premiers laboratoires, en général, on fait un en MATLAB Simulink et un en LabVIEW. OK. Et ensuite, en présentiel, ils font du MATLAB et ils font de LabVIEW durant la session. Ouais, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? Ah, Mustapha, il est là. Je viens de le voir. Bonjour, Mustapha. Ah, je ne sais pas si... Ah, j'avais éteint mon micro. Donc, bonjour. C'est Mustapha qui a travaillé sur le développement de l'interface. S'ils veulent voir ta photo, Mustapha, où ils peuvent la voir? Est-ce que tu vas te montrer? Je vais voir est-ce que ma caméra est... Oui. Mais Mustapha, il est là à l'ETS depuis plusieurs années. Il est chargé de cours, il enseigne le même cours. Il va descendre un peu ou monter. Oui, c'est ça. Oui, fait que, il enseigne le cours des sessions où le cours est disponible et sinon, mais aussi il s'occupe des laboratoires en même temps. Oui. Donc, c'est la seule constante qu'on a au cours. Ouais. Merci, Mustapha. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant, je ne sais pas, Mélanie, je te laisse la parole à toi, voir s'il y a d'autres choses. Enfin, oui, on terminerait la séance. Si vous avez plus d'autres questions, on laisserait aller M. Marouf pour ses autres occupations. Encore merci, Marouf, d'avoir été là ce midi pour partager avec les collègues votre expérience. Mais merci beaucoup, Marouf. Merci à vous tous et tout et au plaisir de vous revoir en personne aussi, même si on travaille à distance. Parfait, bonne session cet été. À bientôt. Au revoir.